Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition et ce soir j'ai le plaisir de commencer avec vous une œuvre peu connue de Gustave Flaubert. Ce sont deux textes qu'il a écrits alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Il n'avait que 15 ans. Ce sont des textes qui datent de 1836. L'un s'appelle Un parfum à sentir ou Les Baladins et l'autre nouvelle s'appelle Passion et vertu. Et dans ces deux nouvelles peu connues de Gustave Flaubert, il nous offre deux portraits magnifiques de femmes qui annoncent déjà l'inoubliable Emma Bovary. Alors, Un parfum à sentir, c'est comme je vous le disais, une nouvelle qui a été écrite en 1836. Il n'avait que 15 ans à l'époque, pas mal quand même. Et Flaubert met en scène dans ce texte tout ce que la misère, la jalousie, alliée au mépris et aux moqueries de la société face à la laideur et à l'infirmité, peuvent faire comme dégâts dans l'esprit d'une femme et comment ils peuvent la rendre aigrie, la rendre haineuse et malheureuse. Le tout, évidemment, avec une plume et une virtuosité stylistique que l'on connaît si bien de Gustave Flaubert. Dans la deuxième nouvelle, que je ne sais pas si nous aurons la chance de la commencer ce soir, mais pour vous dire brièvement, qui s'intitule Passion et vertu, on retrouve le même thème que dans Parfum à sentir, mais il s'agit cette fois d'une jeune femme fidèle et vertueuse, une femme fidèle à son mari, qui va se laisser séduire par un homme de bonne fortune qui en fait s'est donné un défi et a pris un pari auprès de ses amis pour séduire cette jeune femme. Et là, elle cédera aux avances de ce don Juan. Et cette passion amoureuse qu'elle va éprouver pour cet homme la détruira. Et évidemment, comme à son habitude, Gustave Flaubert dépeint les émotions de ces femmes durant ces moments de vie déchirants de façon sublimissime et avec une vérité et une authenticité hors norme, et ce qui est assez fascinant quand même parce qu'à cette époque, Flaubert n'avait que 15 ans. Et il comprend déjà le cœur des femmes, comme on va le découvrir ensemble tout de suite. Je vous propose donc d'entamer notre lecture de Un parfum à sentir ou Les Baladins de Gustave Flaubert, une œuvre écrite en 1836. Si vous souhaitez participer à votre façon, à votre manière, à l'émission Voyage au bout de la nuit, une petite astuce, sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser le hashtag VBN. C'est formidable. On aime entendre parler de vous, donc n'hésitez pas. J'espère que vous êtes bien installés sur votre canapé. Nous commençons tout de suite notre belle lecture d'un parfum à sentir, conte philosophique, moral, immoral, avril 1836. Bonne lecture. 2 mots. Ces pages écrites sans suite, sans ordre, sans style, doivent rester ensevelies dans la poussière de mon tiroir. Et si je m'y hasarde à les montrer à un petit nombre d'amis, ce sera une marque de confiance, donc je dois avant tout leur expliquer la pensée. Mettre en présence et en contact la saltimbanque laide, méprisée, édentée, battue par son mari, la saltimbanque jolie, couronnée de fleurs, de parfums et d'amour, les réunir sous le même toit, les faire déchirer par la jalousie jusqu'au dénouement qui doit être bizarre et amer, puis ensuite, ayant montré toutes ces douleurs cachées, toutes ces plaies fardées par les faux rires et les costumes de parade, après avoir soulevé le manteau de la prostitution et du mensonge, faire demander au lecteur : à qui la faute ? La faute, ce n'est certes à aucun des personnages du drame. La faute, c'est aux circonstances, aux préjugés, à la société, à la nature qui s'est faite mauvaise mère. Je demanderai ensuite au généreux philanthrope
qui n'ont d'autres preuves du progrès intellectuel que les chemins de fer et les écoles primaires. Je leur demanderai, à ces heureux savants, s'ils ont lu mon conte, quel remède ils apporteraient aux maux que je leur ai montrés. Rien, n'est-ce pas? Et s'ils trouvaient le mot, ils diraient « la faute ». C'est à cette divinité sombre et mystérieuse qui, née avec l'homme, subsiste encore après son néant, qui s'apposte à la face de tous les siècles et de tous les empires, et qui rit dans sa férocité, en voyant la philosophie et les hommes se tordre dans leurs sophismes pour nier son existence, tandis qu'elle les presse tous dans sa main de fer, comme un géant qui jongle avec des crânes desséchés. Février 1836, Gustave Flaubert. Chapitre 1. La parade allait commencer. Quelques musiciens accordaient leur hautbois et leur déchirant violon. Des groupes se formaient autour de la tente, et des yeux de paysans se fixaient avec étonnement et volupté sur la grande enseigne où était écrit en lettres rouges et noires ces mots gigantesques. Troupe acrobatique du sieur Pedrillo. Plus loin, sur un carré de toile peinte, l'on distinguait facilement un homme aux formes athlétiques, nu comme un sauvage, et levant sur son dos dans une quantité énorme de poids. Une banderole tricolore lui sortait de la bouche, sur laquelle était écrit « Je suis l'Hercule du Nord ». Vous dire ce que le Pierrot hurla sur son estrade, vous le savez aussi bien que moi. Certes, dans votre enfance, vous vous êtes plus d'une fois arrêté devant cette scène grotesque et vous avez ri comme les autres des coups de poing et des coups de pied qui viennent à chaque instant interrompre l'orateur au milieu de son discours ou de sa narration. Dans la tente, c'était un spectacle différent. 3 enfants, dont le plus jeune avait à peine 7 ans, sautaient sur la balustrade intérieure de l'escalier ou bien s'exerçaient sur la corde à la représentation. Débiles et faibles, leur teint était jaune, et leurs traits indiquaient le malheur et la souffrance. À travers leurs chemisettes roses et bordées d'argent, à travers le fard qui couvrait leurs joues, à travers leurs sourires gracieux qu'ils répétaient alors, vous eussiez vu sans peine des membres amaigris, des joues creusées par la faim et des larmes cachées. « Dis donc, Auguste, disait le plus grand à un autre qui s'est levé avec la seule force du poignet de terre sur la corde. « Dis donc, répétait-il à voix basse et comme craignant d'être entendu d'un homme à figure sinistre qui se promenait autour d'eux. « Il me semble qu'il y a bien longtemps que maman est partie. »« Oh oui, bien longtemps !» reprit-il avec un gros soupir. « Ne t'ai-je pas défendu, Ernesto, de ne jamais parler de cette femme-là ? Elle m'ennuyait, elle est partie au diable, tant mieux. Mais tais-toi, la première fois que tu m'échaufferas les oreilles avec son nom, je te battrai. » Et l'homme sortit dans la rue après cette recommandation. « Il est toujours comme ça, » reprit l'enfant aussitôt que Pedrillo fut sorti, n'ouvrant la bouche que pour nous dire des choses dures et qui font mal à l'âme. Non, il est bien méchant. Notre pauvre mère, au moins, elle nous aimait, celle-là. Oh, maman, n'est-ce pas, dit le plus jeune, il m'en ennuie bien. Il se mit à pleurer. Comme il la battait, dit Auguste, parce qu'il disait qu'elle était laide. Pauvre femme. Essuie donc tes larmes. Voilà le monde qui entre. Il faut sourire au contraire. Chacun prit sa place sur les bancs, et bientôt la tente se trouva pleine. La parade était finie, et Pedrillo était rentré lui-même, après avoir répété plusieurs fois de suite. « Messieurs, messieurs, on ne paye qu'en sortant !» D'abord, le plus jeune des enfants monta d'un pas assez leste l'escalier qui conduisait à la corde.
Ses premiers pas furent incertains, mais bientôt, il fut encouragé par la phrase banale de Pedrillo qui, suivant des yeux ses moindres gestes, lui répétait à chaque instant « Courage, monsieur, courage, bien, très bien, bien, très bien, oui, vous aurez du sucre ce soir !» Il descendit. Son autre frère monta après lui et se hasarda à faire quelques sauts. Il tomba à terre. Pedrillo le releva avec un regard furieux. Il alla se cacher en pleurant. Le tour était à Ernesto. Il tremblait de tous ses membres. Et sa crainte augmenta lorsqu'il vit son père prendre une petite baguette de bois blanc qui jusqu'alors était restée sur le sol. Les spectateurs l'entouraient. Il était sur la corde. Et le regard de Pedrillo pesait sur lui. Il fallait avancer. Pauvre enfant. Comme son regard était timide et suivait scrupuleusement les contours de la baguette qui restait à bout portant devant ses yeux. Comme le fond du gouffre lorsqu'il est penché sur le bord d'un précipice. De son côté, la baguette suivait chaque mouvement du danseur, l'encourageait en s'abaissant avec grâce, le menaçait en s'agitant avec fureur, lui indiquait la danse en marquant la mesure sur la corde. En un mot, c'était son ange gardien, sa sauvegarde. Ou plutôt, le glaive de Damoclès, pendu sur sa tête par l'idée d'un faux pas. Depuis quelque temps, le visage d'Ernesto se contractait convulsivement. On entendait quelque chose qui sifflait dans l'air, et les yeux du danseur aussitôt s'emplissaient de grosses larmes qu'il avait pensé à dévorer. Cependant, il descendit bientôt. Il y avait du sang sur la corde. Hercule du Nord, nom théâtral de Pedrillo, avait commencé ses tours de force, lorsqu'on entendit la sentinelle qui veillait à la porte se disputer avec quelqu'un du dehors. « Non, vous n'entrez pas, vous dis-je, vous n'entrerez pas. Je veux entrer, moi. On ne reçoit pas des gens comme vous. Je veux parler à Pedrillo, moi. Je veux lui parler, entendez-vous? Corbleu, répétait le bon soldat irrité. Corbleu! Vous dis-je, on n'entre pas ici habillé comme vous êtes. On ne reçoit pas des mendiants. Cette dispute détourna l'attention des spectateurs. Pedrillo alla voir qui est-ce qui le demandait. « Ah, c'est toi, vieille sorcière !» dit-il à une femme en haillons et dont l'aspect était misérable. « Je ne m'attendais pas à te voir de sitôt. Où étais-tu donc partie? Mais tiens, tu me diras tout cela plus tard. Allez, entre, Marguerite, nous représentons maintenant. Oh, entre, tu vas nous servir, tiens. Tu vas nous sauter, tu vas sauter. Entends-tu? Tu fais de ton mieux, hein ?» Il n'y avait pas à répliquer. Pourtant, elle se hasarda à lui dire. « Pedrillo, tu vois bien qu'ils vont se moquer de moi. Je suis mal habillée. » Elle voulait dire autre chose, mais elle n'osa. « Entre, entre !» Il le fallut. Mais aussitôt que le spectateur la vire, un murmure s'éleva accompagné d'un rire moqueur, de ce rire féroce que l'on donne à l'homme qui tombe, de ce rire dédaigneux que l'orgueil en habit doré jette à la prostitution, de ce rire que l'enfant souffle sur le papillon dont il arrache les ailes. Ce ne fut pas sans peine que Marguerite monta l'escalier. À peine avait-elle fait 2 pas qu'elle tomba lourdement à terre. Un cri perçant sortit de sa poitrine. La baguette était rompue en morceaux. En peu d'instants, la tente fut déserte. La plupart des spectateurs sortirent. Cette dernière scène domestique avait scandalisé le plus grand nombre et désenchanté un petit garçon aux joues rondes et rosées qui, jusqu'alors, avait souhaité d'être danseur de corde pour avoir des pantalons roses et des bottines de maroquin. Chapitre 2. « Ne t'avais-je pas prévenu ?» dit Marguerite lorsqu'elle fut seule avec ses enfants et Pedrillo. « Qu'avais-tu donc ?»« Je suis malade. Je souffre encore. Va. Oh, je souffre beaucoup. Pedrillo, si tu m'aimais comme je t'aime. »« Allons, vas-tu recommencer tes plaintes? Mais Marguerite, tu sais bien que ça m'ennuie. Oh là là, voyons. Qu'as-tu donc eu, hein ?»
Tu le sais mieux que moi. Comment tu ne te souviens pas de ce jour où je suis tombée comme aujourd'hui? J'avais la jambe cassée. Le soir, je ne voulais pas manger. Je pleurais trop. Je ne voulais pas te dire que désormais, je t'étais devenue inutile. Je ne voulais pas aller à l'hôpital de peur d'abandonner Ernesto et Goefa. Eh bien, t'as pourtant été à l'hôpital, hein? Hélas, oui. Sans cela, j'allais mourir. Et les saltimbanques se retirèrent sous une toile à matelas, derrière laquelle était posée sur des charbons la soupe du dîner, qui bouillait à petit feu. La nuit était venue. Elle était froide et humide. Un vent de novembre soufflait avec violence et faisait trembler les arbres du boulevard. De temps en temps même, il pénétrait dans la tente et venait faire vaciller la chandelle autour de laquelle étaient groupés les danseurs de cordes. Rangés en rond autour d'une énorme grosse caisse, chacun tenait devant lui son écuelle, dont la vapeur réchauffait leurs doigts tremblotants. Le mince flambeau qui les éclairait, tranchant sur l'obscurité de la nuit, se reflétait sur leurs visages ainsi groupés et leur donnait un air étrange et singulier. Tous étaient silencieux et attendaient que quelqu'un interrompît le silence. Ce fut Pedrillo. « Eh bien !» dit-il en regardant Marguerite et en reprenant sa phrase qu'il avait commencée il y avait une demi-heure. « C'était donc là que t'étais partie? Et maintenant, es-tu guérie ?» Marguerite leva la tête, regarda un moment ses enfants, puis la rebaissa et se prit à pleurer. « Non, dit-elle tout doucement. Non, je boite encore. Que ferais-je de toi, Marguerite? Voyons. À quoi bon seras-tu bonne? La pauvre femme se pencha vers son mari, lui dit quelques mots à l'oreille. Enfant, reprit celui-ci, allez dormir. Entendez-vous? Dépêchez-vous donc. Cette phrase parut étrange à Goefa, qui dit d'un air attristé. Et du sucre? Pedrillo sourit amèrement. Tu seras bien heureux si tu as du pain demain, pauvre enfant. Ce sourire était forcé. Ses lèvres bleuies par le froid laissèrent voir 2 rangées de dents blanches, et ses grands yeux noirs se fixaient sur l'enfant d'une manière qui lui fit peur. En ce moment-là, le vent, redoublant de violence, faisait craquer la cabane. Du sucre? Mais pourtant, tu m'en avais promis. Tais-toi, te dis-je. Oh, papa, je t'en prie. Il le repoussa fortement, et le pauvre enfant s'en alla, se couchait en pleurant. Pedrillo souffrait tout autant pour lui. Un mouvement convulsif lui faisait claquer les dents. « Comme tu l'as rudoyé, » dit Marguerite. « C'est vrai. » Il resta dans une rêverie profonde, et comme endormi même dans des pensées déchirantes. Un second coup de vent vint éteindre la chandelle. « J'ai froid, » dit Marguerite en se rapprochant de lui. « J'ai bien froid. Prête-moi ton manteau. » Mon manteau? Mais je l'ai vendu, mon manteau. Pourquoi? Pour du pain, Marguerite. Ne faudra-t-il pas que je t'en donne aussi? Que voulais-tu donc me dire tout à l'heure, quand tu as fait retirer les enfants? Ce que je voulais te dire? Je ne sais. Mais j'ai bien froid. Que faire, Marguerite? Je n'ai plus rien, rien du tout. Il s'arrêta et reprit. Rien qu'une dalle. Oh, pas grâce pour moi, Pedrillo. Et elle l'entoura de ses 2 bras rouges et amaigris. À voir ainsi cette femme laide et couverte de haillons embrasser avec tant d'amour cet homme qui l'a repoussée comme par un sentiment naturel, à voir cette misère et cette tendresse. C'était un spectacle hideux et sublime. Alors, Pedrillo,
Demain, tu iras sur la place avec tes enfants. Tu prendras mon violon et tu tâcheras de faire que nous ayons du pain. Une demi-heure après, les baladins étaient tous endormis. Le vent s'était apaisé. La lune, débarrassée de ses nuages qui l'entouraient, resplendissait belle et claire dans une blanche gelée d'hiver et argentée, l'enseigne qui avait cessé de bondir et de replier sur elle-même. La tente était tranquille. Pourtant, on entendait quelquefois des soupirs et des sanglots. C'était une femme qui pleurait. Voilà, plutôt que d'entamer le prochain chapitre de cette nouvelle de Gustave Flaubert intitulée « Un parfum à sentir », je vous propose de faire une petite pause dans notre lecture. Si vous devez nous quitter pour aller dormir, je vous souhaite une très belle nuit. Si vous commencez votre journée, je vous souhaite une très belle journée. Quant à moi, je vous retrouve un petit peu plus tard. Salut!